Alors, on va continuer cette deuxième partie de l'interview. On venait de se quitter sur la cartographie effectivement des différentes capitales régionales et effectivement des outils que pouvaient avoir Mhm. ces différentes villes et territoires. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus maintenant sur la situation économique des clubs. On a parlé notamment, enfin tu as parlé justement de certains clubs espagnols, voilà, qui s'appuyaient économiquement sur une section foot. On parle beaucoup, et toi-même tu l'as dit effectivement, qu'on a un championnat qui est viable, que ça peut être un critère également, un argument pour attirer des joueurs. On est sûr qu'on va être payé, et pourtant, alors je ne sais pas si c'est effet Covid ou pas, mais on a quand même ces 2 dernières années quand même eu vent de quelques soucis, situations problématiques en termes économiques et financiers de la part de clubs. Donc on pourrait citer du Limoges, on pourrait citer du Lille, du Le Portel, du Pau Orthez notamment. Des échos qu'on n'avait pas forcément sur les 10 dernières années et qu'on a beaucoup plus maintenant. Est-ce que c'est lié au Covid ou à quoi c'est lié au final? Non, je pense qu'il y en a plein qui se sont fait flouer par le PGE et qui pensaient qu'ils n'avaient pas à le rembourser déjà, hein, si on parlait du Covid. Après, oui, il y en a qui ont des problèmes qui ont. Alors, Pau, bon, c'est un cas. Chacun a ses particularités, que ce soit Pau ou Limoges. Voilà, j'ai parlé d'un basket métropolisé, mais c'est aussi important d'intégrer justement les bastions historiques, hein, et le basket français ne peut pas exister sans Pau et Limoges, hein. C'est important aussi de préserver son histoire. Mais voilà, malheureusement, Pau a ses soucis depuis. Je pense que la courbe est chute depuis le départ de son père fondateur, Pierre Seillant. Et ils n'ont jamais réussi à pouvoir justement équilibrer la situation derrière. Je pense que je sentais arriver gros comme une maison avec les Amerlocs, les Américains là, qui nous ont saboté ce club-là, qui l'ont vraiment enfoncé. Et donc là, ouais, ça va prendre plusieurs années à redresser la barre. Mais bon, ça, il va falloir vraiment travailler de fond pendant des années. Donc bon courage à Audrey, Serret et à ses dirigeants pour pouvoir redresser cette barre-là. Maintenant, oui, il y a plein de clubs, mais ça, c'est normal. Il y a plein de clubs aussi qui avaient une forte dépendance. Quand je dis une forte dépendance, elle est beaucoup moindre que dans les années 90, hein, je vais y revenir, mais qui ont encore une forte dépendance aux subventions. Hein, quand on parle encore de 35% de subventions, sans parler du sponsoring public, parce qu'il y a une différence entre subventions où je te donne, hop, c'est convention d'objectif, mais de subventions, voilà, aujourd'hui, ça passe de moins en moins auprès de la Cour des comptes, il faut le savoir. Et justement, le rouage, c'est de basculer sur de la prestation de service, où là, vraiment, c'est du donnant-donnant. On facture des services, des produits auprès des collectivités qui peuvent redistribuer, par exemple, des places auprès des écoles, auprès des centres de loisirs. Le département peut redistribuer auprès des collèges, auprès des lycées. Donc, il y a tout aussi des actions RSE à faire avec les collectivités. Et ça, moi, je suis pour, mais voilà, encore une fois, on est en train de basculer depuis 2008 à peu près sur vraiment du sponsoring public, des partenariats publics avec vraiment plusieurs prestations dedans. Donc là, on est en train de réguler vraiment cet apport d'argent public. Après, ouais, quand on est dans la subvention, les collectivités râlent parce que voilà, ça va sur des joueurs qui vont même pas rester une saison entière au club et donc forcément ils aimeraient que leur argent soit utilisé de manière plus durable et peut-être même pour des structures pour durer. Et ça pose problème. Après, on l'a vu qu'on rentre dans le modèle économique des clubs, c'est très intéressant d'observer quand même que dans les années 90, il y avait une forte dépendance aux subventions publiques. Il y a des clubs jusqu'à 60% de dépendance, 70% même pour certains. On était ultra dépendants, c'est-à-dire que la mairie payait la salle et en plus, ils donnaient des subventions, et pas du sponsoring public, hein, mais des subventions. Et derrière, ils ne contrôlaient pas comment c'était utilisé. Hein. Euh, Maintenant, depuis le passage à l'euro, déjà, les collectivités déjà ont mis le frein à main,
sur les dépenses publiques. Et il y a eu la disparition, par exemple, de Montpellier, de Toulouse. Il y a eu la disparition de clubs en métropole. Qu'est-ce qui est arrivé derrière, qui a gagné des titres olympiques et de champion du monde? Le handball. Ils sont arrivés, ils se sont vendus moins cher que le basket et ils ont réussi à prendre notre place à Nantes, à Montpellier, à Toulouse, un peu partout. Donc voilà. Derrière, il y a la crise boursière en 2008, il me semble, et il y a aussi une nouvelle réglementation dans le droit du sport qui dit que vous devez passer en société. Et le passage, voilà, avant, on était vraiment modèle Assos dans les années 90. Et dès 2008, à peu près, est rentré dans le droit du sport, l'obligation de passer en société. Même si ce n'est pas le cas dans le volley, ils trichent un peu dans le volley, je vous expliquerai un peu. Mais à partir d'1,2 million de budget et 800 000 euros de masse salariale, il faut que les deux conditions soient réunies. Vous devez passer en société, obligatoire. Donc, la Ligue nationale de basket, presque pratiquement tous les clubs le sont. Je dis pratiquement parce que y a des clubs qui arrivent en association et qui ont une dérogation peut-être de 2 ans pour passer en société. Je pense notamment à l'Alliance Alsace, du coup, ouais, c'est ça, l'ASA. Et ce n'est pas le cas partout. Par exemple, en LNH, il y a plein de clubs de Pro D2, voire même 1 ou 2 clubs de Star League qui sont encore en statut associatif. Dans le volley, ils font tout pour être à 790 000 de masse salariale pour rester en asso. Hein. Donc, encore une fois, c'est une résistance à l'ère du sport business, aux enjeux commerciaux qu'il y a. Mais voilà, depuis qu'on a mis en place cette loi justement dans le code du droit du sport, on voit que nous, dans notre championnat en tout cas, on a basculé, on a fait baisser notre dépendance en argent public, on s'est pris en main, on est devenu des sociétés et on a vraiment travaillé le sponsoring, le poids du sponsoring, même si dans le poids du sponsoring, on rajoute le sponsoring public aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 60% en moyenne, hein, ça varie en fonction des cas, mais c'est 60% des revenus d'un club de sponsoring. Et en plus, cerise sur le gâteau, dans la majeure partie des cas, il y en a très peu, mais dans très peu qui ne sont pas concernés, mais dans la majeure partie des cas, on amortit la masse salariale par le sponsoring. Donc, il y a une vertu vraiment au niveau économique là-dessus. C'est les sponsors qui payent les joueurs. On ne met pas le socle associatif qui est en dessous et l'association et tout le club en péril. C'est les sponsors qui payent les joueurs. À partir de là, il reste à payer les appartements, les déplacements et tout ça. Mais encore une fois, déjà, ne serait-ce que les salaires des joueurs, de manière éthique, on est quand même déjà dans des meilleures prédispositions. On est quand même un peu plus vertueux, on va dire. Ouais. Voilà. Ok, intéressant. Et ça me fait me questionner effectivement sur. On parlait juste avant des petits clubs, enfin de clubs bastions du basket français. Quand je prends l'exemple, quand je pense à Le Portel, hein, qui a communiqué sur le fait que c'était une période assez difficile pour eux, je pense que typiquement, c'est un club qui se repose énormément sur les subventions. A contrario, tu as des plus grosses structures, des grands clubs. Comme la LDLC, enfin comme LDLC Asvel ou qui vont vers du sponsoring privé, comment des clubs qui ont un bassin économique plus réduit, une marge plus réduite comme le Portel, peuvent essayer d'augmenter au final leur capacité, leurs revenus? Alors, c'est très compliqué. Après, derrière, au final, chacun a ses limites. Et malheureusement, pour le cas du Portel, je pense qu'il plafonne. C'est comme pour Blois. Blois, ils plafonnent par leur tissu économique. Sauf que le Portel, eux, ils ont une nouvelle salle avec plus de capacité que Blois, par exemple. Et le Portel, il surperforme en termes de revenus de match. Il génère énormément de revenus de match. Bon, il y a la bière aussi hein, qui aide. Hein. Ils sont très friands de la bière, peu importe l'heure du match. Hein. Si eux, ils n'ont pas gueulé hein, quand c'est passé à 14h ou à 16h. Hein. Ils boiront leur bière encore plus tôt. C'est ça qui est cool. Ils s'en réjouissent. Donc, je vais mettre tous les Portellois à dos, mais bon, c'est pas grave. Qui aime bien châtie bien. Moi, j'ai vu des matchs Boulogne-sur-Mer, le Portel délocalisé à Calais.
avec un tir de Zachary Peacock, un game winner de Zachary Peacock des 3/4 du terrain d'ailleurs. Mais voilà, mais à la mi-temps, c'était affolant, hein. Les buvettes, ils changeaient les fûts comme des pneus de Formule 1, hein. C'était impressionnant. Et les recettes qu'ils font sur la bière, je pense que derrière, ils ne peuvent pas faire un bypass par la structure associative pour, pour défiscaliser, parce qu'ils font tellement de recettes qu'ils sont obligés, je pense, de les déclarer dans leur intégralité. Mais voilà, voilà, il y a ils ont énormément de revenus de match. Alors, je vais pas te sortir des statistiques confidentielles, j'y ai accès, mais voilà. Pour les amateurs en off, vous pouvez me demander et j'essaierai de vous répondre si vous avez des questions sur un peu plus de détails sur les chiffres. Ouais, parce que je réfléchissais aux performances, enfin au budget, aux revenus et aux performances de plus en plus, avec aussi l'essor de locomotives comme l'Asvel, Monaco, à un degré moindre Paris maintenant. Au final, c'est très compliqué pour les autres clubs de rivaliser quand il y a 10-15 ans, au final. Même avec un petit budget, tu pouvais espérer créer la surprise. Et je pense notamment, je connais bien, mais du coup, Rouen 2007. Tu vois, aujourd'hui, ça paraît inconcevable qu'un club comme ça sorte de nulle part et soit champion de France. Sauf si tu as le nez fin et que tu excelles en recrutement. Après, il faut pouvoir justement s'y prendre en avance pour faire les bonnes pioches aussi. Il y a le timing, hein. C'est rare de faire des bonnes pioches au mois d'août ou au mois de septembre. Sauf si on cherche un bad boy qui vient de se faire virer, qui a un gros talent et qui derrière va lui proposer un environnement favorable pour performer. Mais en général, le recrutement, il commence au mois de mars pour l'année d'après. Donc après, derrière, c'est d'avoir une cellule de recrutement aussi pour préparer l'année prochaine le plus tôt possible et surveiller le marché. Je pense qu'aujourd'hui, dans un recrutement, dans le process de recrutement, les coachs, ils regardent tellement de profils qu'aujourd'hui, soit c'est au GM, soit c'est au GM, enfin, soit c'est, attention, soit c'est au directeur sportif, soit c'est au directeur sportif adjoint ou au responsable, au scout, au responsable du recrutement, de s'en charger, mais toute l'année au final. Toute l'année, le scouting, c'est pour préparer les matchs, mais c'est aussi pour recruter. Mais voilà, c'est un job à part entière. Quand il y a une ultra concurrence sur la compétitivité comme ça, et on le voit, hein, c'est dense, que ce soit en Pro A ou en Pro B, c'est ultra dense. Donc c'est un job à plein temps. Et là, on commence à voir des clubs qui commencent à miser sur des scouts. On a eu Nicolas Mathieu, par exemple, à l'Asvel récemment. Maintenant, bon, c'est plus la mode d'être scout NBA, hein, parce qu'on a plusieurs Français qui sont scouts NBA, mais les cellules de recrutement commencent à s'étoffer. Ça peut être les missions aussi d'assistant, parce qu'on voit que les staffs d'assistants s'élargissent. Donc après, assistant, il peut très bien être en charge du recrutement, du profilage, pour pouvoir justement préparer ça, anticiper ça. Tout est dans l'anticipation, parce que 80% du boulot, quand on est pro, c'est de la préparation pour arriver à un résultat. Et encore une fois, on en revient à ces fameux postes de dépenses qui vont effectivement être dans l'anticipation, dans une vision moyen-long terme, alors que c'est vrai que sur des structures, des clubs plus petits qui n'ont pas les moyens, je pense, là, vraiment, après, c'est des cas spécifiques, Blois, Le Portel, envisager ces postes de coût, c'est des dépenses c'est de l'argent que tu ne mets pas forcément ailleurs, peut-être dans la masse salariale pour recruter des joueurs. Donc, on peut comprendre que ça puisse être compliqué. Et ça fait la transition, justement, sur, à terme, Betclic Elite, on va passer de 18 à 16 clubs. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une ligue plutôt semi-fermée? On parle aussi d'arena. Une arena, forcément, il faut aussi faut que tu aies la capacité de la remplir. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'attractivité. Il faut que ce soit quand même dans une région au milieu du monde. Donc, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une ligue de plus en plus fermée avec des grosses métropoles, alors que historiquement, on a des clubs quand même qui sont basés dans des petites villes, quoi. Le Portel, Cholet, Rouen, Limoges, tout ça, c'est pas des grosses agglomérations. Non, et c'est pour ça que l'enjeu aussi pour eux, ça va être de durer. Parce que derrière, ils jouent en Betclic, mais pour l'instant, mis à part Rouen qui a gagné en 2007, mais le Portel et Blois, par exemple, ils n'ont rien gagné.
Ils n'ont rien gagné. Alors, ils ont fait l'exploit de monter sportivement et tout ça. Après, il va falloir durer et les taux va se resserrer parce que les moyens des budgets commencent à être de plus en plus gros. Là, maintenant, ça devient normal d'avoir un budget au-dessus des 5 millions. Mais pour ceux qui sont en dessous, c'est dur. Alors, c'est là aussi, c'est là où on parle d'intelligence, quand on voit, ils font avec leurs moyens, ils s'adaptent, ils font avec leurs moyens. Ils déjouent les pronostics. Et c'est ça la beauté du sport aussi. Saint-Quentin? Comment? Saint-Quentin, tu allais donner l'exemple ou Dijon? Saint-Quentin, c'est leur première saison, donc on verra la deuxième. Tu connais, hein, la première saison, c'est toujours, la grinta de celui qui est promu et tout ça. Ça y est, on est en Betclic et tout ça. La deuxième, on verra. Et ça va très vite. Hein. Mais après, voilà, il faut aussi accepter que certains clubs atteignent leurs limites et il faut arrêter d'être en sur-régime aussi. Déjà, avoir la capacité de rester en LNB, hein, dans le championnat pro, que ce soit en Pro A ou Pro B, c'est déjà bien. C'est déjà bien en soi. Même pour des petits territoires, c'est déjà bien. Maintenant, voilà, sur le modèle ligue fermée, alors déjà, il y a le modèle de Pro A, enfin la formule de Pro A. On passe à 16 équipes. Moi, je pense que c'est bien. Parce que je pense qu'on est obligé aussi d'avoir des équipes de plus en plus identifiables. Je pense que, comme je te l'ai dit, il manque des capitales régionales, je te dis, sur la carte. Après, derrière, il y a le système de wildcard. Je pense que déjà, ceux qui manquent dans la dead zone, je pense que la wildcard pour ramener des grandes villes dans la LNB, pas en Pro A direct, mais en LNB avec une phase de transition sur la Pro B et avoir son ticket en Pro A par la voie sportive, je pense que ça serait bien. On ne peut pas se griller comme a fait. C'était une excellente idée de pouvoir donner des wildcards à des clubs comme Reims, comme Rouen et tout ça. Mais au bout d'un moment, si derrière, ils ne méritent pas leur ticket en Pro A par le sportif et qu'ils ne développent surtout pas le marché nécessaire pour durer, l'environnement et le marché et l'exploitation de leur stade et le marché nécessaire, même s'ils ont une arène à 2, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on a les capacités de 2 que on va forcément déjà réussir. Et puis il faut plusieurs exercices d'exploitation. Je veux dire, quand on a les outils derrière, il faut construire son organisation, avoir un environnement sain, se mettre au travail et travailler, mesurer les premiers résultats, s'ajuster et derrière travailler. Quand on vous livre une arena, il vous faut 3 à 5 ans pour arriver à des résultats vraiment optimaux. Bien sûr, il faut être performant sportivement, mais il faut travailler régulièrement. La fan expérience, le produit, il faut vraiment rendre quelque chose d'attrayant pour pouvoir justement derrière arriver à des résultats commerciaux. Et donc oui, moi je pense que 16 équipes, c'est bien. Pour vraiment, pourquoi pas un jour peut-être, parce que si ça vient sur la table, parler de conférences, moi je veux pas, si c'est un scénario, encore une fois, j'imagine les réacs derrière ordinateur en train de s'emballer. C'est un scénario, mais plus quoi. Déjà, modélisons la base, mais à 16, tu peux faire 2 conférences, une nord, une sud, et pas une ouest-ouest. Nord-sud, il y a peut-être plus de choses à raconter, je pense, au niveau storytelling. Parce qu'on a 2 styles de vie différents. Hein. Moi, je suis parisien, je suis dans le sud là maintenant. Je vois un différent mode de vie, une différente mentalité. Et je pense qu'il y a quelque chose à construire autour de ça. La rivalité nord-sud. Le Sud, il perdra toujours, mais il trouvera toujours qu'il fait beau chez eux. Hein, c'est intéressant. Voilà, il y aura quelque chose à raconter. On se rapprocherait encore plus du coup du fonctionnement NBA, du coup, avec ce système de conférences. Si on veut y arriver, encore une fois, c'est un scénario. C'est un scénario. Je ne dis pas qu'on y arrivera. Et avant toute chose, il faut déjà régler ce système de montée-descente. Je pense que c'est très bien de réduire, mais pas trop réduire non plus. Il faut pouvoir avoir des grandes métropoles, il faut pouvoir avoir des clubs historiques qui ont gagné en Betclic. Hein.
qui ont vraiment des identités basket, mais aussi sur des marchés qui le permettent, avec le tissu économique qui permettent de continuer à créer de la valeur et à pouvoir financer tout ça. Hein, c'est important. Quid de Cholet? Bon, il va avoir leur nouvelle arena, donc ils vont pouvoir travailler, mais ils ont un public vieillissant, par exemple, et qu'il va falloir renouveler. Et pour ça, il faut travailler le produit régulièrement. Et voilà, moi, je vois vraiment une descente seulement pour une montée, une descente sur playdown. Et là, tu travailles l'enjeu, tu fais un match à enjeu et tout ça, et des matchs à enjeu aussi en playdown, avec un plateau de 4 clubs qui jouent le maintien en playdown. Ok. Donc ça fait ça pareil, ça se joue, ça peut se jouer aussi pendant les playoffs et rendre des affiches intéressantes. Qui va survivre? Ce qui va plus ou moins être, alors ça va pas être fait comme ça, mais effectivement, dans ce système, à partir de l'année prochaine, on aura bien du coup le 16e qui va descendre et le 15e sera intégré au playoff de Pro B et donc pourra défendre sa survie mais ça fait sur l'entièreté des playoffs. Ça fait 2 descentes. Moi, je pense qu'une, ça suffit. De manière à avoir un système semi-fermé, comme on le disait, et que déjà en plus intégrer l'avant-dernier au play-off de Pro B, on n'a même pas le droit. C'est même pas les mêmes règles au niveau des JFL. Pas les mêmes règles, c'est bizarre. Mais donc, ça pourrait faire qu'il n'y aurait qu'une seule descente. Si le 15e de Pro B gagne les playoffs, du coup, il reste en Pro A. Du coup, il n'y aura qu'une seule descente. Mais bon. Donc moi, je suis plus favorable pour une descente, pourquoi pas avec playdown, et une seule montée qui est un champion de saison régulière, une bannière, champion de saison régulière Pro B. Par contre, ton ticket en Pro A, tu le gagnes sur le titre en playoff. Okay. Voilà. Mais je suis partisan pour que même dans tous les championnats nationaux, que ce soit même dans les championnats fédéraux, que le premier de saison régulière, il ait une bannière. Ça, déjà, quand tu te tapes toute une saison et que tu n'as rien au bout, c'est ultra frustrant. Donc, je suis bien d'accord, ouais. Et ça, c'est une récompense. C'est une récompense qui permet de valoriser la performance sportive auprès des partenaires, de dire, bah voilà, votre argent, quand même, on n'est peut-être pas allé au bout en play-off et tout ça et tout. Par contre, on a été champion de la saison régulière et c'est dans notre cycle stratégique de pouvoir justement garder cette constance en termes de performance. C'est pour ça qu'il y en a qui jouent la Coupe de France, qui récupèrent la Coupe de France comme ça par les oreilles parce que personne ne la joue. Il y a des clubs qui sont bien contents de la gagner parce qu'ils ne gagnent rien d'autre et que derrière, auprès des partenaires, ça fait quand même son petit effet. Hein. Je suis bien d'accord, ouais. Et on le voit, c'est frustrant cette année en Pro B. Moi, du coup, qui habite à La Rochelle et du coup qui vais les voir et qui les supporte, La Rochelle est premier à ce moment de la saison et c'est très frustrant de se dire le premier de saison régulière en Pro B cette année ne va pas monter. Il n'y a que le vainqueur des playoffs qui va monter. Ça, c'est très frustrant. Ouais, mais au moins qu'ils aient un titre et puis derrière La Rochelle, qu'ils aient un titre, qu'ils aient une bannière. Comme ça, après, derrière La Rochelle, ils pourront afficher leur barrière fièrement dans leur gymnase. Mais pour parler déjà, voilà, montrer qu'ils réussissent déjà à passer des étapes dans leur jeune histoire. Ils sont montés il y a 2 ans. C'est leur 2e saison. Ouais. C'est leur 2e saison. Je veux dire, après, structurellement, pour monter. Il va falloir une nouvelle salle. Vous parlez des salles. Il va falloir une nouvelle salle. Voilà. 2000 places, la salle Gaston Neveu. Ouais. Voilà, il leur faudrait une salle, quoi. Après, derrière, sur un marché comme La Rochelle, est-ce qu'une Arena 2, voilà, est-ce que c'est pas surdimensionné? À voir. Il y a le rugby qui prend déjà tellement d'ampleur. À La Rochelle, ce sera toujours le rugby. Oui, mais bon, comme c'est la même entité, ils font la passerelle, hop, la fanbase et tout ça, comme moi je voulais faire avec Toulouse, hein, par exemple. Ça a été même l'une des raisons pour laquelle on va dire que je suis parti, c'est que je voulais faire la passerelle avec le Stade Toulousain Rugby sur les offres. Le Stade Toulousain Rugby était chaud. C'est juste certains dirigeants qui pensaient que c'était trop tôt, alors que c'était le moment. Mais bon, ça encore une fois, on va pas refaire l'histoire. Mais voilà, pour La Rochelle, comment dire, voilà, ils ont le rugby qui est un cas d'école en termes d'ancrage territorial.
Ils font partie de ce club omnisport. Et derrière, il y a toute la fanbase du rugby. En plus, le Stade Rochelet est venu au séminaire LNB justement pour présenter un peu justement leur stratégie de remplissage et de fidélisation du public. Enfin voilà, ils sont presque à 100%, ils sont à 100% de remplissage. Et sur ces 100%, il y a, on va dire, 90% d'abonnés. Donc voilà. Derrière, il y a le bassin de population pour le faire. Maintenant, ce sera peut-être pas tout de suite. Et justement, ça va peut-être réveiller les collectivités aussi. Voilà. Mais donc, je suis pour ce système-là. Même système pour les descentes en Pro B. Une seule descente avec des playdowns pour une seule montée de National 1. Cette réforme-là, cette formule-là, à faire une fois qu'on a quand même invité des clubs de N1 ou de N2 en wildcard en Pro B pour justement les mettre en incubation. Quand je parle des wildcards, je pense notamment, peut-être Chartres, parce qu'ils vont avoir une nouvelle arena bien située au centre de Chartres, et qu'il y a le handball, et qu'il faut quand même se défendre face au handball. Hein. Je pense à Toulouse, je pense à Bordeaux, je pense à ces clubs. Pourquoi pas Rennes, pourquoi pas Caen, s'ils n'y arrivent pas sportivement, alors qu'ils ont une arena aussi. Il faut pouvoir inviter sur wildcard les clubs, des clubs en LNB qui ont les moyens, qui ont les capacités et aussi derrière qui vont générer les moyens. À Caen, par exemple, je pense qu'ils sont mûrs pour être en Pro B. Après, c'est la session sportive sur cette formule de N1 qui est infernale. D'ailleurs, tous les clubs de Pro B redoutent d'y redescendre pour ne jamais remonter. Anti-balai chocotte, là. Comment ? Anti-balai chocotte, là. Ouais, on va voir ce que JD Jackson va pouvoir faire là-bas. Je pense que ça va mettre du temps, hein. Ça va mettre du temps à redresser. Hein. Ça va être la deuxième partie de saison. On va voir peut-être les résultats, pas avant. Hein. Là, on voit que déjà je crois que c'est contre Aix-Maurienne, ils ont perdu là. Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple. Non, c'était contre Saint-Chamond, pardon. Contre Saint-Chamond. Saint-Chamond, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Mais l'idée, tu vois, c'est qu'à terme, ça soit semi-fermé, qu'il y ait une montée qu'une descente à chaque fois, et qu'on se retrouve avec une LNB, avec un parc d'Arena 2, voire même des capitales régionales avec des Arena 1. Tu vois. Donc des salles de 10 000 places minimum dans les grandes villes françaises. Hein, et des Arena 2 un peu partout, même dans des villes de préfecture, voire même de sous-préf. Mais voilà. Mais encore une fois, il faut pouvoir laisser le mérite sportif, parce qu'au final, il y en a beaucoup qui disent oui, on va être en ligue fermée. Non, la Constitution européenne ne le permet pas aujourd'hui. Comme elle ne permet pas, par exemple, d'avoir un équipementier unique pour la Ligue, malheureusement. Ça, c'est la réglementation européenne qui ne le permet pas. Donc, du coup, il faut pouvoir bricoler des mécanismes qui permettent d'adapter et de resserrer et aussi faire la place aux enjeux de sport business aussi. Okay. Donc, voilà. C'est intéressant de ne pas toujours être dans la contradiction et de ne pas être fermé et d'accepter effectivement, sans être résigné, à se dire on entre dans une ère de sport business et puis il faut évoluer avec son temps, il faut évoluer comme ça. Et puis quand tu regardes en NM1, il faut faire une lettre d'intention et faire un dossier d'intention pour monter. On a vu le cas avec Lone Plage l'année dernière, qui n'ont pas pu monter parce qu'ils n'étaient pas prédisposés à pouvoir évoluer dans les standards LNB. Donc, il y a des standards quand même qu'il faut, au fur et à mesure, on va monter les curseurs. Que ce soit au niveau du modèle économique ou de l'amortissement de la masse salariale, il faudra amortir même peut-être plus que la masse salariale avec le sponsoring, par exemple. Il faudra peut-être avoir une capacité d'accueil de 3500 places pour être en Pro B. Et peut-être aussi derrière avoir minimum 5000 places pour pouvoir monter en Pro A. Ouais. Alors, c'est intéressant. Je pense qu'on a bien compris du coup ta vision. Il faut les outils. Ça passe notamment essentiellement par des belles structures, des arénas. On essaye de d'inviter en tout cas ces capitales régionales parce que ce sera des clubs qui seront mieux outillés, qui auront peut-être plus de leviers aussi économiques.
Mais Il y a quelle déjà est 2 la... tiers en LNB, hein, sur les capitales régionales. Il y a déjà 2 tiers qui sont en LNB aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas de faire une refonte totale. Et c'est pas tout de suite leur faire un pont d'or pour la Betclic et avoir des crashs industriels. Hein. C'est les mettre en incubation en Pro B. Et c'est aussi après derrière le rôle de la LNB de les accompagner. L'aménagement du territoire, c'est pas qu'à la FFBB de le faire. Hein, parce qu'il y a l'aménagement du territoire en club pro. Alors c'est plus restreint, mais il faut pouvoir quand même étudier les marchés, peut-être trouver des actionnaires aussi, parce que des actionnaires américains, il y en a qui vont arriver dans les années à venir. Voilà, c'est de pouvoir justement derrière pouvoir renforcer ce modèle-là et cet ancrage-là. Ok. Après, ce que je voulais dire, c'est que il faut continuer d'accompagner aussi la démarche commerciale, notamment sur, par exemple, le merchandising. Même si on ne peut pas avoir d'équipementier unique, voilà, c'est de pouvoir quand même accompagner les clubs pour qu'ils fassent de bons produits commerciaux qui répondent aux codes de consommation. Et encore une fois, il ne faut pas s'inspirer que de la NBA. Il ne faut pas s'inspirer que de la NBA. Moi, je m'inspire. Alors, moi, j'aime bien la NBA. Je trouvais ça toujours inspirant et de ça parce que c'est une industrie. Voilà, c'est merveilleux tout ça. Mais moi, je ne pense pas qu'ils ont toutes les réponses et on pourra vraiment tout adapter et on pourra pas. Voilà, il faut s'inspirer d'autres choses. Il faut s'inspirer de la NCAA, par exemple. La NCAA, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer. Et voilà. Et sur l'offre merchandising, sur l'offre produits dérivés derrière, il faut pouvoir faire des bons produits. Alors les clubs ne le font pas pour des raisons, voilà, c'est toujours plus intéressant de faire la billetterie à TVA 5,5 derrière que faire faire de la revente de biens et avoir une TVA à 20% et d'avoir des stocks et tout ça, c'est toujours plus risqué. Mais si on fait des bons produits et que derrière on gère bien, on travaille bien avec les équipementiers, c'est de pouvoir derrière sortir des murs, avoir une distribution locale. Et aussi, moi je pense que Squeak est une plateforme qui peut évoluer, où on peut avoir des offres merchandising des clubs regroupés, classés. Présente seulement les bons produits. Donc derrière, ils pourront imposer leurs conditions aussi, mais derrière, ils pourront revendre justement sur cette plateforme, que ce soit les produits boutiques, que ce soit les billets pour les matchs. Ils peuvent faire une commission, ils se prennent une commission comme canal de vente. Voilà, mais Squeak peut devenir un canal de vente demain. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça peut être intéressant. Et voilà, et je pense qu'il y a des choses intéressantes comme ça qui vont venir. Alors, pour revenir sur la partie Arena, et pour peut-être, alors non, ça va ouvrir la discussion et non pas la clore, mais j'aurais aimé je vais te donner mon avis sur la question en y réfléchissant, en essayant de comparer du coup des points de vue de spectateurs de basket et d'amateurs de basket. Le revers de la médaille, en gros. On parle de créer des fan expériences, voilà, de ramener du public dans la salle. On parle de construire des salles toujours plus grandes, de 8 000, 9 000, 10 000 places. Donc, tu as aussi cette question de ferveur, d'engouement, de public chaud. Donc, très clairement, en tant qu'amateur, moi, de basket, demain, si tu me proposes d'aller voir un match de l'Asvel dans la LDLC Arena ou d'aller voir un match à Beaublanc ou à Pierrat à Saint-Quentin ou au Chaudron au Tire à Portel, Beaublanc. j'irai à Beaublanc, j'irai à Le Portel, j'irai à Saint-Quentin, mais aussi parce que la structuration en fait, des salles fait que tu es plus proche du terrain et que tu as, ce côté en fait presque gymnase, salle chaude, public hostile, sentiment que j'ai l'impression on Non, a mais beaucoup moins, on a c'est pour plus de ça. mal à l'avoir sur des grandes Non, salles. mais c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas s'inspirer que de la NBA. Parce que la NBA, j'en parlais avec mon pote Elliot David, qui a été chez les Detroit Pistons encore l'année dernière, qui est cette année en NCAA. C'est que la NBA, c'est une industrie, mais c'est aseptisé. C'est C'est aseptisé, aseptisé. c'est Ça n'a ça. pas d'âme. Alors que la NCAA, là, c'est authentique. Là, il y a une ferveur. Mais par contre, les supporters, attention, les clubs français, ils doivent reprendre le contrôle de leur image de marque et de leur identité sur les supporters. Parce que on voit souvent des supporters prendre les logos, l'image de marque du club, la détourner et tout ça. Non, il faut que le club reprenne le contrôle pour pouvoir justement aussi derrière que ces supporters-là, ils véhiculent l'image du club. Donc, c'est important aussi comment dire, de garder le contrôle là-dessus. C'est très important. Et Ouais. aujourd'hui, ça peut. Il y a des dérives, malheureusement. Bon, dans tous les stades, il y en a. On l'a vu en Euroleague, malheureusement, Oui, oui, encore oui. cette semaine. Ouais.
C'est là où c'est important de reprendre le contrôle quand même sur ses COP de supporters et tout ça, et surtout aussi sur son image de marque, pour aussi derrière pouvoir justement aussi proposer à ses supporters toujours des offres commerciales, mais plus avantageuses pour eux. Mais voilà, à l'effigie du club, pas à leur effigie, pas à leur propre identité. Parce que sinon, si tu as ta propre identité, que tu détournes l'image du club, que tu abordes ton propre identité, tes propres comportements, tu fais ce que tu veux au final. Tu te dis, c'est bon, le club, c'est moi, je fais ce que je veux, je me comporte comme je veux dans l'enceinte. Non, 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 Ouais. non, non. Je pense que les COP de supporters, ça parfois, c'est des mouvances dangereuses. Hein. On l'a vu à l'OM récemment. Voilà, c'est pas aux supporters de faire la loi. Donc, il faut pouvoir préserver ce côté authentique, ce côté bon enfant, ce côté ferveur, et tout ça, c'est super. Dans le sud, c'est harmonieux, ça joue des vrais morceaux de musique, même à Pau aussi, hein, ça joue de la vraie musique et tout ça, ce côté orchestre, bandas, fanfare, ça c'est génial. Du moment que c'est mélodieux, hein. Et enlevez-moi toutes ces pompes à vélo, là, ces clairons, ces trucs-là. Mais je crois que c'est Tony Parker qui disait ça l'insupportait quand il jouait sur un terrain d'entendre ça. Mais oui, mais c'est complètement ringard. C'est pour ça que je dis que les clubs doivent reprendre le contrôle aussi. Hein. C'est Ouais, bien totalement. d'avoir de l'ambiance, mais il faut pas des nuisances. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ce débat, effectivement, c'est que ça va beaucoup plus loin en fait qu'un outil et que une arena. Tous les clubs aimeraient voilà, faire des travaux de rénovation, etc. Se pose aussi la question des cibles. Quand j'entends parfois le discours d'un Tony Parker, effectivement, qui veut reproduire des choses qu'il a connues en NBA et Oui, mais il n'y a pas l'adapter que du la coup à un NBA. public, Il amener des. n'y a pas que l'NBA, parce que c'est ce que j'ai travaillé justement à Toulouse. Si tu fais les choses, si tu construis ton ADN en préservant ton authenticité et ta proximité avec les gens, c'est là aussi où tu as des critères de performance pour arriver aussi à la commercialisation de tes produits, tu vois, et de tes services. Voilà, les gens, ils sont pas cons. Enfin, faut pas trop les prendre pour des cons. Même si dans les supporters, il y en a beaucoup. Hein. Salut les moujots. Et donc, non, non, mais voilà, les gens, ils fonctionnent à l'émotion. Et dans l'émotion, ce qui leur parle, c'est ce qu'ils reconnaissent et l'authenticité, bah, ils se reconnaissent à travers ça. Et plus c'est authentique, plus ça correspond. C'est pour ça que je parle dans la marque de facteurs environnementaux et aussi derrière peut-être le mode de vie, des facteurs sociaux, le mode de vie du territoire. C'est important. C'est important aussi de le préserver. Et je pense que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas copier la NBA, il faut rester authentique. Et chaque territoire a ses particularités. Et c'est la différence qui fait la richesse de ce monde. Chacun a ses particularités. Donc, il faut préserver. Mais encore une fois, il y a des marchés, avec le temps, avec l'évolution, il y aura des territoires où le marché ne sera pas, le tissu économique ne sera pas suffisant pour pouvoir durer. Ils vont être rattrapés par le temps parce que les subventions vont baisser. Il y en a qui vivent au crochet des subventions. D'autres qui ont un outil, une arena trop restreinte parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc forcément, ils mobilisent du public. Mais derrière, bah, ils plafonnent en termes de capacité d'exploitation. Je pense à Blois notamment parce que là, ils peuvent se mordre les doigts d'avoir une salle trop petite. D'ailleurs, Seignol a menacé de démissionner auprès des collectivités. C'est quelqu'un qui a quand même du poids sur son territoire, mais voilà, mais il n'y a pas d'extension prévue pour la salle du jeu de paume pour l'instant. Et ça, c'est vraiment une épine dans le pied pour ce club parce qu'ils ont tout, ils ont une excellente approche au niveau stratégique. Ils ont toujours respecté les étapes dans leur croissance. Et là derrière, bah, l'outil d'exploitation est trop petit. Alors, tu dis vouloir des salles plus grandes, toujours plus grandes, toujours plus grandes, toujours plus grandes. Beaucoup ont peur que. Alors, il faut des salles adaptées au territoire, très bien. Mais beaucoup ont peur d'avoir des salles trop grandes qu'on ne remplit pas. En fait, Beaucoup il faut rempli savoir mal. d'où on part aussi. Tu regardes Orléans. Orléans, ils n'arrivaient pas à remplir leur petit palais des sports vieillissant. Et là, l'Arena, en Pro B, même en deuxième division, ils arrivent à remplir leur Arena de 10 000 places. C'est parce que les gens, derrière, ils viennent vivre une expérience qui est totalement différente. Donc, la qualité de l'enceinte, la qualité du lieu où tu te rends,
déjà qu'il soit accessible, mais derrière, il faut qu'il soit de qualité, encore une fois. Et il faut qu'il soit aussi configuré pour pouvoir commercialiser des choses dedans. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'erreurs, justement à la livraison aussi par les collectivités. C'est intéressant, ça me fait penser, dans mon raisonnement, j'étais très focus encore, j'ai essayé de faire le lien sur la performance, l'impact des arénas sur la performance sportive, mais vraiment premier degré, en me disant, le Portel, je sais que je vais y aller, je sais que le public va avoir une influence, en fait, potentiellement sur l'énergie que ça va procurer à ton équipe, alors que si tu vas à l'Asvel, en fait, j'ai l'impression, cette capacité ou cette architecture de salle avec des capacités peut-être plus petites, mais des publics qui sont beaucoup plus proches du terrain, qui sont derrière leur équipe, ça va être une vraie influence. Mais pour autant, ce serait intéressant de voir peut-être le Portel évoluer dans une salle de 6000 places. Et en fonction, je ne sais pas, peut-être des matchs, de pouvoir choisir entre je retourne au chaudron, j'ai une capacité plus petite, mais je sais que ça va être réservé aux supporters. Et je vais avoir un outil qui sera peut-être un peu plus grand, plus familial, et là, ce sera plus des spectateurs. Et je sais que ma salle, elle sera moins chaude. En tout cas, je trouve que c'est deux approches qui sont différentes et qui sont intéressantes. Je vois ça un petit peu pour être sur des forums de supporters, notamment de Rouen. Tu as ces incorrigibles, ce groupe de supporters de Rouen qui, après chaque match à Vacheresse, en fait, partagent leur désarroi parce qu'ils ne retrouvent pas l'ambiance qu'il pouvait y avoir en 2007 et dans les plus belles années de Rouen. Et ils ne savent pas quoi faire, puisque maintenant, en finale, tout est fait pour avoir des salles plus grandes et pour attirer des familles, des spectateurs, en fait, qui ne mettent pas l'ambiance, qui ne poussent pas. Donc, c'est vraiment un rapport qui est différent. Et j'ai Bah j'ai- j'ai oui. peur justement qu'on arrive à avoir des grosses salles, mais de pas avoir assez d'engouement et que ce soit trop aseptisé. Donc, je ne sais pas quel levier on a Mais Après, c'est de la culture basket, parce que quand tu regardes l'Euroleague en Serbie et voilà, en Espagne, tu as vraiment cet engouement et cette culture-là pour le basket qu'on n'a pas forcément en France, pour le basket européen. après, derrière, c'est la fan expérience qui va permettre le fan engagement. C'est-à-dire que derrière, les gens vont venir pour le divertissement et au fur et à mesure pour passer une bonne soirée familiale et tout ça. Et après, derrière, c'est la performance sportive et aussi derrière, bon, bah, on va revenir au terrain, mais la manière dont on fait vivre le ballon sur le terrain aussi, hein, qui rend le spectacle attrayant. Alors, c'est ça qui est fort quand même, c'est que le sport, c'est quand même un spectacle vivant où le scénario n'est pas écrit à l'avance. Tu vas au théâtre, l'offre culturelle écrase le sport en France. Mais voilà, l'offre culturelle, tout est prédit, on connaît le format, on connaît le scénario. Là, dans le sport, rien n'est prédit. Je veux dire, moi, je ne pensais pas que Bourg allait écraser Paris ce week-end, hein. J'étais dégoûté. Non, mais est-ce qu'on est Mais surpris? tant mieux. Je sais pas. C'est là où peut-être moi j'ai un peu cette peur avec une ligue qui tend à se fermer, c'est qu'on arrive sur des capacités organisationnelles ou structurelles plus ou moins homogènes et donc des budgets plus ou moins homogènes. Et peut-être moi, inconsciemment, dans mon esprit, j'ai tendance à me dire ça laisse peut-être un peu moins la place à de belles histoires comme Blois qui est monté, c'était quand même incroyable. Saint-Quentin, pareil. Nanterre qui a Nanterre. fait des exploits. Au final, si tu as des clubs de plus ou moins même niveau, est-ce que tu vas retrouver ce même niveau d'émotion, de surprise, de petits clubs qui Bah, vont signer des exploits? Saint-Quentin qui est quasiment allé gagner à Monaco, ça s'est joué à 2 points. Est-ce que, ouais, je sais pas, ça pose mais question. si tu laisses les accessions sportives et que tu ne viens pas une ligue fermer la session entre la Pro B et la Pro A, Ouais, ouais. tu auras toujours un casting qui viendra de Pro B, la possibilité d'avoir un petit qui monte et qui vient taper les grands. Mais il faut que ce petit, quand même, il ait une ossature parce que on a vu aussi des échecs industriels de clubs qui ont forcé la montée alors qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens. Je pense notamment à Boulogne-sur-Mer, par exemple. Voilà, malheureusement, il ne faut pas qu'aussi la passion déborde un peu les décideurs des clubs, quoi. Il faut Oui, pouvoir bien sûr. aussi voilà, préserver l'entité parce que derrière, c'est ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait une saison catastrophique en Betclic et derrière, ils ont fait 2 descentes et donc le club forcément a laissé la place au Portel sur le territoire. Ouais.
Très intéressant. Alors, le temps file, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être que dans un prochain opus, on pourrait aborder aussi la question de ces fameuses fusions qui, malheureusement, sur Alors, notre histoire récente, a montré que, bah, peut-être pour des raisons différentes, mais ça a du mal à prendre quand même. non, mais c'est toujours compliqué sur un territoire quand tu as comment dire? Quand tu as une distance, géographique, voilà, tu te retrouves avec un club qui a le cul entre 2 chaises, hein, et pas savoir, sur quel pied danser, c'est toujours compliqué. Alors, Reims a du mal à s'ancrer, le club de pro de Reims, par exemple, a du mal à s'ancrer sur son territoire, mais ils avaient quand même l'idée de mettre le féminin à Châlons, en Champagne, et le masculin sur Reims. Mais après, derrière, au départ, c'était un peu n'importe quoi. Les Américains étaient logés à Châlons-en-Champagne pour éviter qu'ils aillent faire la fête sur Reims. Et puis les Français étaient à Reims. Et après, au niveau logistique, c'est quand même compliqué. Donc évidemment que Et puis derrière, il y a les collectivités. Telle mairie qui est jalouse parce qu'elle met des ronds, mais au final, on ne joue pas chez eux. Enfin Ouais. voilà, moi, mon club, Poissy-Chatou, a disparu. Parce que bah, derrière, Chatou s'est retiré parce qu'il n'y avait plus de match dans le gymnase Paul-Bert qui était plus assez grand pour accueillir des matchs de pro. Et donc, du coup, ça a basculé sur Poissy. Et derrière, bah, Chatou a dit ouais, il n'y a plus de match chez nous, on se retire. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura forcément un qui se retirera du jeu. Et là, on l'a vu avec Clermont qui se retire à Vichy. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas aux fusions, sauf si c'est dans des villes limitrophes. Et là, ça peut être pertinent. Les fusions sur deux villes vraiment qui sont l'une à côté de l'autre, là, c'est possible de pouvoir justement peut-être pérenniser quelque chose. Quand il y a une distance sur le même territoire, sur le même département, c'est compliqué. Et après, par contre, la limite, c'est, effectivement, tu parlais d'authenticité. En termes d'histoire, du coup, c'est compliqué, et c'est vrai qu'on a eu des fois des suppositions entre Très, Boulogne-sur-Mer, Le Portel. Alors, il existe une telle rivalité que des fois, c'est compliqué d'imaginer une fusion. Tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde bah, toujours Reims, eux, ils ont essayé de construire quand même une entité Champagne, donc une Ouais. identité territoriale. Mais bon, si c'est pour avoir une approche commerciale et juste mettre des étiquettes sur des bouteilles de champagne, euh, et plutôt, voilà, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Et donc là, ils ont du mal à s'ancrer sur leur territoire. Ils sont ultra dépendants des subventions. Là, apparemment, Monsieur Gobillot se plaignait que les collectivités ne suivaient pas. Il y a quand même 35% de subventions voilà, dans leur budget, quoi, d'apport dans l'argent public. Donc au bout d'un moment, il y a le tissu économique. Il suffit de se retrousser les manches, avoir la bonne méthodologie, la bonne approche. Je suis là pour ça, appelez-moi. Et derrière, se mettre au travail et travailler régulièrement, régulièrement. Ne Mmh. pas se décourager si ça ne prend pas au bout de 3 mois. Hein. C'est des cycles stratégiques de 3 ans. Hein. Et on fait le point régulièrement. Donc voilà, c'est encore une fois, les mentalités évoluent. Et on voit quand même des gros progrès, même dans les clubs de Pro B, des gros Oui, oui. progrès, et des clubs qui se staffent avec des gens compétents et qui se construisent pour durer. Donc moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Euh, je veux dire, là, il y a plus de la moitié de la Betclic Elite qui est staffée et qui est construite pour durer. Et qui sont ancrés sur leur territoire. Enfin, les clubs sont bien ancrés sur leur territoire. Mais, euh, mais voilà, après, on voit des évolutions aussi en Pro B. Il y a des gros projets en Pro B. On voit des gros clubs comme Antibes, comme. Bah, bon, il y a Pau qui va devoir aussi redresser la barre, mais Ouais. qui reste quand même une grosse équipe. Orléans, forcément, on a des grosses équipes, des gros prétendants et des gros clubs. Euh, voilà, mais c'est que du positif. Il faut voir les progrès qu'il y a eu sur les 15 dernières années, pas par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a eu des ratés aussi de la Ligue. Mais bon, voilà, l'idée, c'est pas de s'auto-flageller, c'est de se remettre en question dans le bon sens et essayer de comprendre là où ça va pas et ce qu'il faut corriger. C'est tout.
et pas copier le modèle NBA. On n'est pas aux États-Unis ici. Je veux dire, voilà. Très bien. Merci Vince pour cet entretien Merci à toi. très pédagogique, très instructif et très intéressant. Tu parlais justement peut-être de t'appeler. Est-ce que tu as par où les clubs, s'ils sont intéressés par tes services, peuvent te contacter? Est-ce que tu es présent sur les Alors, réseaux mon sociaux? réseau principal, c'est LinkedIn. Donc, vous pouvez me contacter sur le réseau professionnel LinkedIn et vous avez mon parcours, vous avez tout ce que j'ai pu produire tout au long de mon parcours, vous avez mes recommandations. Voilà. Donc, moi, je suis là pour servir les clubs pro et amateurs. Et pas que dans le basket d'ailleurs, hein, parce que je reçois des appels d'offres pour du canoë-kayak, pour de la randonnée, pour du handball, pour de l'athlétisme, pour du rugby, pour tout. Donc j'accompagne tous les clubs sportifs en amateur et en professionnel aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous donner justement de la méthodologie pour pouvoir justement construire votre projet et vous aider à performer. Voilà. Mais en restant qui vous êtes. Voilà. Très intéressant et très important. Merci Vince, je te libère de tes obligations et puis je te dis à très vite sur la chaîne. Merci. Merci à toi et puis bonne fête à tous. Merci.